BX1+. Le face-à-face. Face à face, on va débattre de la situation dans les écoles, et notamment dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Où est-ce qu'on en est avec la Covid-19 ? Comment est-ce qu'on suit les cas des élèves ? Comment est-ce qu'on transfère les informations ? Quelles sont les mesures de précaution qui pèsent encore sur le quotidien des élèves, des enseignants, de la communauté scolaire dans son ensemble ? Et est-ce qu'il y a réellement un danger de propagation du virus à l'intérieur des écoles qui pourrait être un des moteurs de l'augmentation des contaminations qu'on observe en ce moment. On va discuter de tout ça avec Roland Lahaye, il est président de la CSC Enseignement, donc le syndicat chrétien, avec Stéphanie Gob, qui est directrice de l'école Notre-Dame-des-Grâces à Woluwe-Saint-Pierre. On avait envie d'avoir le point de vue d'une direction d'école, et avec Yves Van Latem, que je vais quand même vous présenter, même si vous le connaissez déjà, porte-parole interfédéral de la lutte contre la Covid-19. Petite précision, on fait ce débat, Arnaud Bruckner, parce que ça a beaucoup secoué, beaucoup discuté ces dernières semaines autour du tracing dans les écoles et de la charge de travail que ça représente pour la médecine scolaire. Oui, on vous en parlait d'ailleurs hier dans cette émission. Un accord est intervenu pour faire passer la majorité des missions de tracing Covid des PSE et PMS à la région. Jusqu'ici, la médecine scolaire était en charge de cela avec les directions, de quoi susciter le courroux des PSE et les mettre en grève face à la surcharge de travail empiétant sur leur mission hors Covid. Concrètement, à partir de la rentrée après Toussaint, c'est donc le call center Covid de la COCOM qui se chargera de faire le suivi des contacts lorsqu'un cas est détecté dans une école. On parle alors de cas index. Le call center cherchera alors les contacts à haut risque avec une procédure semblable à celle du reste de la population, et les PSE n'interviendront donc que lorsqu'il y a plusieurs cas dans une classe pour gérer donc un cluster. Face à cette décision, les PSE sont satisfaits, les écoles aussi, même si pour l'heure la situation est compliquée pour bon nombre de directeurs et de directrices, car d'ici au relais régional prévu le 5 novembre, les directions dont les PSE sont en grève, soit 75% des écoles à Bruxelles, doivent gérer elles-mêmes le tracing, un sacré casse-tête. Alors Roland, là, est-ce que c'est une bonne nouvelle, le transfert de ce suivi vers l'échelon régional, hein, donc c'est la COCOM à Bruxelles, c'est la VIC en Wallonie. Ça veut dire qu'il y aura moins de pression sur la médecine scolaire, donc les infirmiers, les infirmières, les médecins qui travaillent dans ces PSE ou dans ces PMS, comme on disait autrefois. Ça vous satisfait ou pas ? Oui, tout à fait, parce que, bon, d'abord, ce n'est pas le boulot d'un directeur d'école ni d'une équipe éducative que de reprendre des missions médicales. Donc, depuis le début de l'année, nous avions les directeurs qui revenaient vers nous pour nous dire, nous, au-delà du travail et de la pression que constitue une rentrée scolaire, nous sommes soumis à ce tracing, à ce contact avec les familles, avec les parents, pour les avertir. Je pense qu'ils m'ont retrouvé du temps pour leur mission première, de même que les PSE, parce que ce qui les perturbait le plus, outre la charge de travail augmentée, c'était le fait qu'ils ne pouvaient plus rendre les services qui sont les leurs, c'est-à-dire détecter des problèmes de santé qui commencent à poser sérieusement problème quand vous voyez les chiffres des jeunes qui ne sont plus suivis ou qui ne sont plus orientés vers des services médicaux dont ils auraient bien besoin. C'est catastrophique pour leur avenir en matière de santé. Ouais. Maintenant, on doit tous faire des efforts, Roland Lahaye. On a tous vu notre quotidien perturbé par la Covid-19. Est-ce que c'était quand même pas un peu le rôle de la médecine scolaire de donner un petit coup de main ? C'était vraiment une charge de travail insupportable ? À partir du moment où on dit que les hôpitaux doivent pouvoir retrouver leur capacité pour suivre les thérapies, je vais dire, autres que Covid, on doit aussi accepter que la médecine scolaire se charge de faire non seulement de la prévention, mais de la détection d'autres choses que le Covid et d'orienter vers des spécialistes, des élèves qui en ont bien besoin. Et ça, ils ne pouvaient plus le faire. Ils ne peuvent plus le faire depuis maintenant plus d'1 an. Et je trouve que c'est sain qu'ils puissent retrouver leur mission à ce niveau-là. Ouais, il y a un petit gap là. Hein. Il y a quelques jours où il faut encore assurer ce suivi avant que la région prenne le relais. Est-ce que la médecine scolaire va quand même le faire ? Je sais qu'il y a une réunion prévue lundi matin, hein, je pense, pour vos collègues qui sont en charge de suivre ce secteur-là. Oui, tout à fait. Et j'espère que pour la semaine qui nous sépare du congé de Toussaint, un aménagement va pouvoir être trouvé. Alors, je me tourne vers Yves Van Latem. C'est important, ce suivi en milieu scolaire. On a besoin de ce tableau-bord, de ce monitoring. On a besoin aussi de pouvoir transmettre les informations vers les directions d'école et vers les parents concernés. Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu anecdotique vu que les enfants ne sont pas à grand risque ? Une réponse simple, c'est oui, c'est important. Alors pour le détailler un petit peu, on comprend la surcharge de travail gigantesque que ça provoque, mais on se rend compte que pour l'instant, on est effectivement dans une augmentation globale dans la société. L'école
en fait partie. L'école est relativement bien suivie avec un tas de tests et donc elle est, après les familles, les deuxièmes endroits dans lesquels on a le plus de clusters, donc de cas qui sont détectés, même s'il faut le souligner, et on l'a encore dit à la conférence de presse, 8 écoles sur 10 n'ont pas de problème. Il y a 20% des écoles qui ont des problèmes de l'un ou l'autre cluster dans certaines classes. Et il reste important, comme le dit l'OMS depuis le départ, de suivre, de dépister et de faire le tracing, que l'on ait 75 ans ou que l'on ait 12 ans, malheureusement. Et donc c'est une charge de travail, mais une charge de travail qui est indispensable pour qu'il n'y ait pas certains cadrans du tableau de bord, justement, dont l'aiguille soit bloquée sur le côté sans qu'on sache ce que cela signifie. Ouais, je vous pose directement une autre question, Yvan de Latem, à la suite d'une déclaration de Bénédicte Linard. Donc Bénédicte Linard, c'est la ministre de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a défendu le principe qu'il fallait faire ce transfert de compétences ou de responsabilités parce que la médecine scolaire était un petit peu noyée, mais qui a aussi ajouté qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup de carcans sur les écoles et que, par exemple, les règles de quarantaine, on pourrait les alléger ou les lever. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une discussion qui a lieu entre experts aussi pour l'instant. Et vous savez que les écoles ont été considérées, entre autres en 2020, comme étant plutôt quelque chose qui suivait ce qui se passait dans la société plutôt que ce qui induisait. La littérature, avec la généralisation de la vaccination, avec ce fameux variant Delta qui nous enquiquine maintenant depuis pas mal de mois, est beaucoup plus dubitative, je dirais, quant au rôle de l'école, dans lequel on pense que les enfants jouent peut-être quand même un rôle plus important qu'on ne le pensait au préalable. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que ça reste tout à fait important de faire ce suivi et qu'il ne faut pas le négliger. Ça veut dire, attendez, Yvan de Latem, ça veut dire très concrètement qu'un élève qui est positif, on le garde en quarantaine, c'est-à-dire qu'on doit le garder à la maison, avec toutes les complications que ça représente pour les parents, hein. Alors, je pense qu'actuellement, il est difficile de dire qu'on peut baisser la garde de la quarantaine parce qu'effectivement, les notions que l'on a par rapport à l'enfant sont peut-être moins favorables que celles qu'on avait avant concernant sa contagiosité et son rôle dans la transmission. Ouais, ça veut dire qu'un enfant qui est positif et qui se balade à l'école, il contamine d'autres enfants, qui contamine d'autres adultes, etc. On va prendre la direction de Woluwe-Saint-Pierre avec Stéphanie Gob, directrice de l'école Notre-Dame-des-Grâces. Est-ce qu'on peut avoir une petite photographie de comment ça se passe dans votre établissement, Madame la directrice, depuis la rentrée de septembre? Il y a eu beaucoup de cas Covid, il y a eu beaucoup de classes en difficulté, beaucoup d'élèves en quarantaine, d'enseignants, et beaucoup de charges de travail supplémentaires pour vous? Écoutez, au niveau des chiffres, ça va être assez simple parce que j'ai fait justement un petit tour d'horizon ce matin. Et donc, depuis le 30 septembre, donc en septembre, ça a été calme au niveau du Covid. Mais depuis le 30 septembre, on a eu quand même 10 classes sur 28 qui ont été mises en cluster, ce qui est quand même énorme. Et on a 55 enfants qui ont été positifs depuis le 30 septembre. Et j'ai 665 élèves dans mon école aujourd'hui. Donc ça veut dire une classe sur 3 qui a été concernée. Oui. Donc ça, c'est quand même relativement important. Est-ce que ça pèse sur l'apprentissage des enfants? Première question. Et pour vous, au niveau de l'administration de l'école, est-ce que ça devient compliqué? Mais effectivement, donc moi, ce qui m'inquiète le plus, et ce sont vraiment mes prérogatives au sein de l'école, c'est le bien-être de mes élèves et de mes enseignants et le volet pédagogique, comme vous le dites exactement. Et c'est vrai que là, ça fait 2 ans, parce qu'on est impacté depuis 2 ans, qu'au niveau pédagogique, le fait d'assurer la continuité avec des élèves qui, par exemple, pour l'instant, quand ils sont positifs, sont pendant 10 jours à la maison, ceux qui sont négatifs peuvent revenir dès qu'ils ont leur test négatif. Nous, on a des classes ici à l'école, on en a 5 qui sont concernées. On a une classe où j'ai 3 élèves, une autre classe où j'en ai 5, une autre classe où j'en ai 8, avec parfois l'enseignant qui est présent parce qu'il a eu son test, les résultats de son test rapidement qui étaient négatifs, mais par contre avec d'autres enseignants qui ne sont pas là parce que leur résultat de test n'est toujours pas arrivé. Donc effectivement, ça devient très compliqué. Et moi, pour être très honnête avec vous, ça fait 2 semaines que je ne fais plus que ça. Ça veut dire que c'est un plein temps pour vous? Tout à fait. Je dirais même beaucoup plus qu'un plein temps. Alors, je vais être honnête. Ouais, je retourne vers Roland Lahaye. Petit éclairage quand même sur la période pendant laquelle on est absent. On a été en un cas contact avec quelqu'un de positif, on doit faire un test. Si on est vacciné, on a le test négatif, on peut retourner travailler. Si on n'est pas vacciné, on ne peut pas retourner travailler. C'est-à-dire qu'on reste absent pendant au moins 1 semaine de plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger le personnel de la communauté scolaire à se faire vacciner? Roland Lahaye, j'ai envie d'avoir votre réponse.
Ah, ça, c'est toute la grande question. Pourquoi plus un secteur qu'un autre? J'ai envie de dire qu'alors, il faut passer par une vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Pourquoi stigmatiser de nouveau les enseignants alors qu'il y a d'autres il y a d'autres professions où on est en contact avec le public qui devraient l'être aussi. Donc moi, je ne veux pas d'échange entre secteurs et d'opposition entre secteurs. Je préférerais alors que le courage politique soit de dire on vaccine l'ensemble de la population. Ouais, je vois Stéphanie Gob faire oui de la tête. Oui, je rejoins tout à fait Monsieur Lahaye parce que, par exemple, ici, il arrive que des enseignants, même vaccinés, tombent malades. Donc voilà, je voulais, et qu'il y en a quand même chez moi une énorme majorité qui sont vaccinés. Et je trouve effectivement que ce n'est pas, il ne faut pas stigmatiser spécialement l'enseignement, mais je pense que ça doit être beaucoup plus large. Ouais, je suis d'accord. Yves Van Latem, un petit mot d'explication là-dessus. On sait que le vaccin, ça ne protège pas à 100%. Alors c'est une arme de dissuasion importante, mais ce n'est pas l'arme absolue. Malgré tout, plus on sera nombreux à être vaccinés, moins le virus circulera et contaminera. Vous confirmez ça ? Tout à fait, la règle reste présente. On sait qu'avec le Delta, justement, même les gens vaccinés peuvent plus fréquemment être porteurs. Parfois, on a un peu plus de virus qu'avec les autres variants. Donc, c'est une moins bonne barrière à la transmission, le vaccin contre le Delta que contre le reste. Mais ça reste une excellente barrière. Et je partage l'avis des autres intervenants parce que je pense qu'en dehors du personnel soignant, personnellement, je ne défends pas actuellement la vaccination d'autres strates de la société. Oui. Alors, on a évoqué l'idée que les écoles, elles étaient peut-être quand même à l'origine d'un certain nombre de contaminations. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus, Arnaud Bruckner? Parce que c'est un débat qui est revenu très très régulièrement et on a visiblement un petit peu de mal à le trancher. Oui, le débat il continue d'ailleurs encore, certains estimant le rôle de l'école dérisoire dans la dynamique épidémiologique, d'autres la voyant comme bien plus importante. Plus tôt ce mois-ci, Caroline Désir, donc la ministre de l'Éducation, a notamment déclaré que les écoles ne sont toujours pas le moteur de l'épidémie. Et à noter aussi qu'au mois de septembre, il avait été estimé que la rentrée scolaire n'avait pas provoqué de soubresauts dans les cas Covid. On l'a entendu ici un petit peu plus tôt, Yves Van Latem évoque que dans 8 écoles sur 10, il n'y a pas de foyer de contamination en leur sein. Par contre, si l'on regarde au Royaume-Uni, où les contaminations sont parmi les plus élevées en Europe, on pointe de ce côté-là du doigt les élèves, avec un tiers des personnes positives en Angleterre étant des élèves du secondaire. De même, une toute récente étude menée par Christelle Meurice, infectiologue au CHU de Liège, montre que le rôle des enfants dans la transmission du virus est probablement sous-estimé. Bref, difficile pour moi de donner une réponse très précise aujourd'hui, mais je ne doute pas que nos experts sauront nous éclairer un peu plus. Allez, Yves, l'expert des experts, c'est Yves Van Latem. Vous confirmez que on est en train quand même de se dire les écoles, c'est pas si innocent que ça. Alors, il y a une grosse balance à faire entre l'objectif pédagogique, l'enseignement, l'objectif de bien-être, aussi que on sait que des élèves qui n'ont pas cours, ça a des impacts psychologiques, et puis l'objectif de santé publique. Est-ce que cette balance, elle est en train d'évoluer ? Mais comme on le disait là tantôt, je pense que l'expérience que nous avons vécue avec la modification du virus, avec les variants, avec les vaccins qui ne touchent pas par définition une bonne partie des gens qui sont à l'école, je parle des élèves et pas des enseignants bien sûr, bien modifie les choses. L'école n'est pas un moteur, mais l'école n'est peut-être pas aussi un suiveur qu'elle était en 2020. Et les experts sont extrêmement partagés, y compris les pédiatres à ce niveau-là, alors qu'ils étaient assez unanimes pour dire que les enfants jouaient peu de rôle en 2020. Et il y a effectivement une balance entre une surcharge de travail que je comprends très bien pour le corps enseignant et de l'autre part une nécessité de ne pas laisser un secteur à l'aveugle alors qu'il joue peut-être un rôle plus important qu'on ne le croyait. Alors on sait que la vaccination, c'est à partir de 12 ans, donc ça concerne les élèves du secondaire. Dans le primaire, on est déjà dans un autre débat. Yves Van Latem, j'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce que maintenant qu'on sait que la vaccination, c'est pas une protection à 100%, qu'on a un variant Delta qui est plus compliqué à gérer que la souche initiale, est-ce qu'il faut ajouter des couches de gestes barrières, de ventilation ou d'autres mesures encore à ce qu'on fait déjà dans les écoles ? Alors, je pense que dans toute la société, dans les écoles comme dans le reste, il faut pousser au maximum ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et j'entends bien que les écoles ouvrent leurs fenêtres, ouvrent leurs portes, ne savent pas faire plus, sauf battre leurs murs, ce qui est un peu compliqué. Et que, effectivement, c'était un des arguments pour lesquels on a dit il n'y a pas de détecteur de CO2, parce que de toute façon, on ne sait pas faire plus que tout ce qu'on ouvre. Je l'entends bien. Je pense qu'il faut vraiment respecter ça au maximum, parce que c'est là qu'on peut, pour l'instant, gagner dans des structures comme des structures où il y a beaucoup de monde rassemblé. Et l'école, par définition, ce sont des pièces avec beaucoup de monde rassemblé. Ouais. Faire une nouvelle pause, par exemple, allonger les vacances de Toussaint ou retourner vers de l'enseignement à distance, c'est sur la table ou ça ne l'est pas? Vous qui êtes dans le secret de tout.
Non, je ne suis pas un secret de tout. Je ne pense pas qu'on compte revenir à l'enseignement à distance. Je ne pense pas qu'on parle pour l'instant de nouvelles pauses, même si c'est des choses qui pourraient être éventuellement envisageables. Mais moi, personnellement, je n'ai pas cette notion. Alors, Stéphanie Gob, comment ça se passe dans votre école? Est-ce que vous avez les moyens de faire plus? Est-ce que, par exemple, en termes d'aération, en termes de distance, en termes de gestion des flux des élèves, il y a des choses qui sont toujours en place? Oui, on est toujours dans des choses qui sont quand même assez strictes par rapport à ça, puisqu'on essaie de garder un maximum les élèves en bulle classe, qui est vraiment au niveau organisationnel quelque chose qui n'est pas simple. L'aération, voilà, le gel hydroalcoolique, tout ça est toujours bien présent dans notre école. Maintenant, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est cette situation d'urgence permanente en fait à gérer et qu'on n'est pas dans quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire qu'on est tout le temps voilà, avec une classe qui est en cluster, des élèves qui reviennent, un enseignant qui revient, l'autre qui part. Et donc, je pense que vraiment, ce qui pèse très lourd sur les écoles, c'est cette urgence permanente et cette non-continuité, autant dans la gestion du personnel que des élèves et que du pédagogique. C'est ça qui est très compliqué à gérer aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on est dans un stress permanent. On espère qu'il y a la lumière au bout du tunnel et le bout du tunnel, il est toujours reporté à un petit peu plus tard. Bulle classe, est-ce que vous pouvez expliquer le concept? Ça veut dire qu'on essaye de ne pas mélanger les classes pour les cours de gym, pour les repas au réfectoire, des choses de ce genre-là, hein? C'est ça, exactement. Donc, on essaye vraiment de laisser les enfants dans leur bulle classe. Alors, il y a certains moments où c'est possible. D'autres, évidemment, comme disait M. Van Latem, les murs ne sont pas extensibles et donc, on ne sait pas le faire à tout moment, tout le temps, mais on essaye de le faire en tout cas au maximum. Roland Lahaye, est-ce qu'il y a de la fatigue dans le monde enseignant? Oui, bien sûr, parce que la crise fatigue tout le monde. Elle fatigue d'autant plus les enseignants parce que non seulement ils sont perturbés au niveau personnel, mais ils voient bien que leur ADN, c'est-à-dire la transmission des savoirs, est impacté depuis trop longtemps. Et donc, n'importe quel enseignant serait perturbé pour le moins. Donc, il y a un malaise, il y a un mal-être chez les enseignants qui provient de ce fait-là en disant on ne peut plus, nous non plus, assumer notre mission première qui est celle de transmission des savoirs. Ouais, c'est quoi la solution? Il vous faut des effectifs supplémentaires, il faut aménager le temps de l'école, le temps de l'enseignement? Oui, je ne sais même pas s'il faut aller jusque-là, parce que des moyens supplémentaires humains, il y en a eu. Je pense qu'il faudrait peut-être déjà faire une comparaison entre ce qui s'est passé à Bruxelles et en fédération, et dans la partie wallonne, puisqu'on sait que les mesures depuis le début de l'année n'étaient pas les mêmes. Ouais. Donc on a gardé le masque dans le secondaire à Bruxelles, par exemple. Est-ce qu'il y a eu une différence au niveau, je vais dire, de l'impact du virus entre Bruxelles et la Wallonie? Ce serait peut-être déjà un premier indicateur. Si le passage au port du masque est l'élément, je vais dire, qui peut permettre de sauver la situation, alors il faudrait peut-être le réfléchir. Je dis ça comme je ne dis rien, mais cette étude-là n'a même pas été faite, je pense. Oui, Yves Van Latem, est-ce qu'on peut mesurer l'impact du port du masque en région bruxelloise par rapport à la Wallonie? La réponse va surtout intéresser les Wallons, mais voilà. Oui, non, je pense que c'est effectivement difficile à faire par rapport aux écoles, entre autres. Je ne pense pas qu'on ait cette notion-là, effectivement. Voilà, donc c'est peut-être un sujet d'étude. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Je rappelle qu'il y a un comité de concertation vendredi prochain et qu'il y aura peut-être aussi là des nouveautés qui concerneront la communauté scolaire. Il y avait le Roland Lahaye, président de la CSC Enseignement, Stéphanie Gob, directrice de l'école Notre-Dame-des-Grâces à Woluwe-Saint-Pierre et Yves Van Latem, porte-parole interfédéral de la lutte contre la Covid-19. Merci à tous les trois de nous avoir accordé cette vingtaine de minutes qui permet de croiser, comme on le fait tous les jours, les opinions, les jugements, les connaissances aussi, parce que face à un problème complexe, multiplier les points de vue, ça permet de mieux l'appréhender. Merci à tous les trois. On tourne une petite page de pub et on va vous parler des différences d'approche entre générations avec Stéphanie Meyer.